Partir, c'est même que la question du dire et du faire, et on pourrait dire de l'écart entre le dire et le faire, des problèmes que pose la relation entre le dire et le faire dans nos vies. Ce problème est assez sérieux et grave pour qu'on demande à la philosophie de ne pas l'aggraver encore, plutôt de le résoudre, de le jalonner dans sa gravité, j'allais dire vitale et pratique, sans le creuser encore, sans le redoubler par ce que j'appellerais dans la lignée d'auteurs qu'on a travaillé beaucoup ensemble avec Arnaud et d'autres, Bergson, ce que j'appellerais, mais je ne me référerai pas directement à Bergson aujourd'hui, mais indirectement peut-être, des faux problèmes théoriques. Au fond, tout l'enjeu de mon propos, ce sera d'essayer de prendre au sérieux justement la relation entre le dire et le faire, et ces enjeux les plus profonds dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives, justement d'une manière telle que la philosophie ne redouble pas les problèmes très réels et très sérieux du dire et du faire par des faux problèmes théoriques, mais plutôt en affrontant ces problèmes pratiques. Il est d'ailleurs révélateur que si on parle des problèmes du dire et du faire, ou de la relation entre le dire et le faire, que tout le monde entend aussi comme un problème réel, un problème que chacun rencontre dans sa vie, un problème vital et urgent, c'est d'abord à des problèmes pratiques qu'on aura à faire. C'est par exemple le premier problème peut-être qui vient à l'esprit, je ne sais pas, on pourra en parler après dans la discussion. Le premier problème qui vient à l'esprit quand on dit dire et faire, ce n'est pas celui d'une opposition théorique de principe entre le langage et la réalité, ou entre le langage et la vie, ce problème que je vais pourtant rencontrer, ce problème philosophique, mais qu'en un certain sens on peut considérer comme second malgré tout. Un des premiers problèmes qui vient à l'esprit, c'est plutôt un problème, je dirais, d'écart, pour ainsi dire, non pas d'un gouffre théorique entre le dire et le faire, mais d'un écart entre deux actions de la vie humaine. Par exemple, quand on demande à quelqu'un de faire ce qu'il dit, après l'avoir dit, ou de dire ce qu'il fait avant de le faire. Dans cet écart entre le dire et le faire dans nos vies, on n'a pas l'impression d'un gouffre entre deux mondes, ou deux rapports au monde. Le rapport au monde par le dire, et le rapport au monde par le faire, mais on a plutôt l'impression d'une relation profonde, mais aussi d'un écart et d'un conflit possible entre deux types d'actions humaines. Et par exemple, on demande à quelqu'un, une fois qu'il a dit quelque chose, qu'il a annoncé par exemple ce qu'il allait faire, et bien de le faire. Et il est frappant de constater que, au fond, dans cette appréhension intuitive du rapport entre le dire et le faire, le dire est déjà une action, mais on pourrait dire inversement, le faire est encore un discours. Et par exemple, ce que nous faisons vient confirmer, parfois on peut même dire prouver ou au contraire infirmer ce que l'on a dit. Et on pourrait dire que intuitivement, le dire est déjà un faire et le faire est encore un dire. Et même, je dirais, le dire n'est pas seulement du côté de la vérité, cette question de la vérité va être centrale dans mon propos, mais déjà du côté du bien et du mal, de la justice, de l'action en tout cas, des effets aussi du dire. Et inversement, le faire peut encore être du côté de la vérité. D'ailleurs, Bergson, ça me vient puisque Arnaud l'a cité, parlait pour les grands mystiques, et Jean Kelevitch a beaucoup repris cette phrase, si l'on veut prouver la vérité d'un discours moral ou d'un discours mystique, disait Bergson, de façon célèbre, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Ce qui veut bien dire que le faire a encore une portée de vérification ou de vérité. Et d'ailleurs, dans la vérification, ou dans la falsification, il y a cette dimension d'action qui nous montre bien que, contrairement précisément à ce que nous montre, pour des raisons très profondes, historiques et théoriques, une certaine tradition philosophique, peut-être que la relation entre le dire et le faire n'est pas celle d'un gouffre, entre deux relations absolument étanches au monde, mais plutôt entre une relation complexe entre deux types, disons, de pratiques qui ont quelque chose à voir l'une et l'autre avec l'action et avec le discours, avec la vie dans ses effets les plus immédiats et avec la vérité. Et la question pour moi, ce sera justement d'essayer de montrer quelle est cette relation, non pas de gouffre théorique, mais de différence bien sûr, et en même temps d'intimité presque, entre le dire et le faire.
Et ça n'est évidemment pas non plus si facile. Il ne s'agit pas pour moi de dire que passer d'une analyse à une autre, d'une tradition à une autre, résout d'un coup tous les problèmes, mais que si on le fait, au contraire, on peut accéder aux réels problèmes du dire et du faire dans notre vie. Des problèmes qui sont des problèmes tels que je viens d'en évoquer un, celui, disons, de la promesse, du mensonge, un certain nombre de problèmes que nous avons tous à l'esprit, mais aussi, évidemment, des problèmes de philosophie politique, des problèmes d'éthique aussi. On voit très bien, par exemple, comment la question du dire, Arnaud a rappelé que je travaille aussi un tout petit peu depuis longtemps sur l'éthique médicale, on a cette question, par exemple, traditionnellement formulée comme faut-il dire la vérité dans tous les contextes, dans toutes les situations, y compris dans des situations de fragilité de la personne à qui il faut ou non dire la vérité. Au fond, mon propos sera d'essayer de rejoindre ces questions sans brouiller la différence entre le dire et le faire, mais sans non plus l'aggraver, comme d'une certaine manière c'est une tentation philosophique tout à fait possible et tout à fait profonde d'une certaine façon, avec des justifications très profondes, mais aussi un risque très profond. Pour le dire d'une façon là aussi, c'est peut-être plus fort que nous, je dirais, avec Arnaud, d'une façon empruntée à Bergson, pas du tout thématiquement, mais dans le type de formule qu'Arnaud reconnaîtra tout de suite. Je dirais que si on commence par séparer le dire et le faire, on ne pourra plus jamais les faire se rejoindre, et que si on part de leur intimité, on pourra commencer à les distinguer. Bergson disait, comme vous le savez, si vous commencez par réduire le mouvement à de l'espace, vous ne pourrez plus jamais retrouver le mouvement ou le temps. Si au contraire vous partez du temps, vous pouvez comprendre pourquoi il se spatialise dans la vie humaine. Or, il y a une tentation dont je voudrais repartir, qui consiste précisément, et pour des raisons profondes qu'on peut comprendre, à couper le dire du faire. Alors, à faire de ce thème que vous avez choisi une coupure qu'il s'agit ensuite de chercher à dépasser. Et ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est commencer par le retour à cette tradition philosophique et aux raisons profondes de ce geste philosophique qui consiste à commencer par couper le dire du faire et voir comment, en cherchant à dépasser cette coupure, à la fois on montre en quoi elle était en un certain sens absurde, puisque à mon avis le fait de dépasser cette coupure conduit à des apories infinies, mais en même temps il y a quand même des enseignements dans ce geste théorique. Donc dans un premier temps, au fond, je n'ai pas annoncé, comme je devrais le faire, le mouvement général de l'exposé que je vais vous proposer. Dans un premier temps, je vais partir de cette tradition qui a opposé le dire au faire, montrer comment elle n'a jamais réussi ensuite à les recoudre, enfin à les remettre ensemble, mais en même temps, quels enseignements il y a dans cet échec. Il y a un enseignement majeur. Dans un deuxième temps, je repartirai de l'autre possibilité philosophique, qui consiste au contraire à partir de l'unité entre le dire et le faire. Et pour l'annoncer tout de suite, et ça rejoint un thème qu'Arnaud a introduit aussi, je dirais, la première tradition, grossièrement parlant, elle part de la philosophie du langage, au sens où on l'entend au XXe siècle. La deuxième tradition est, à mon avis, nécessairement une philosophie de la vie. C'est dans la vie que s'unissent le dire et le faire. Et ce n'est pas seulement une formule de tous les jours, non, le dire et le faire dans la vie. Quand on dit d'ailleurs, qu'en est-il dans la vie? Je pense qu'on pose la vraie question philosophique, mais c'est plutôt, on a besoin d'une philosophie de la vie pour unir le dire et le faire. Et, évidemment, je le ferai d'abord dans une perspective théorique, pour j'essaie de justifier ce que je viens de dire, et dans un troisième et dernier temps d'exposé, pour rejoindre des problèmes pratiques, justement, dans la vie. Ces problèmes pratiques dans la vie, que une certaine philosophie du langage, qui est partie d'une coupure entre le dire et le faire, à mon avis, a tenté de rejoindre d'une manière extraordinairement riche, mais aussi extraordinairement, disons, impossible. En tout cas, à la fois d'une façon extrêmement instructive et d'une façon extrêmement négative, ou en tout cas aboutissant, à mes yeux, à des apories, à des échecs, à des complications théoriques infinies, pour rejoindre ce qui se donne dans notre vie de manière tout simplement inséparable. Donc c'est une thèse, finalement, assez critique, par laquelle je vais commencer, mais malgré tout, en essayant de comprendre pourquoi, et je vais essayer de le résumer d'une manière à la fois théorique et historique,
pourquoi est-ce que une certaine philosophie, disons la philosophie du langage au XXe siècle, et en particulier ce qu'on appelle depuis le début du XXe siècle la philosophie analytique, pourquoi une certaine tradition philosophique a considéré comme fondamental d'opposer le dire et le faire. Et mon résumé, qui va être très grossier, hein, je ne vais pas entrer dans... Je vais quand même proposer des thèses un peu d'histoire de la philosophie, mais de manière très grossière, je ne voudrais pas ni dire de bêtises, ni entrer dans la démonstration de détails des thèses que je vais soutenir. Ma thèse centrale va tenir à une question, vous allez tout de suite comprendre en quoi elle se relie à des problèmes majeurs d'aujourd'hui. Problèmes très profonds, qui sont tellement au cœur des problèmes contemporains que, du coup, la thèse que je vais défendre peut en paraître fragilisée, parce que, en contestant le point de départ que je vais rappeler, je vais m'obliger à relever le défi de ce point de départ. Et comment pourra-t-on répondre au défi d'où est partie la philosophie du langage au XXe siècle par d'autres moyens, c'est-à-dire répondre à ce défi sans retomber dans les impasses de cette philosophie du langage au XXe siècle. S'il a paru essentiel, en effet, de couper le dire du fait, je dirais au début du XXe siècle, et précisément en opposition, peut-être fausse, mais c'est comme ça que ça s'est présenté à des philosophies comme celle de Bergson ou de Nietzsche, que je citerai aussi dans un instant, peut-être aussi d'autres traditions philosophiques comme le pragmatisme de William James, le pragmatisme qui vient d'une philosophie du faire, hein, le pragma, l'action, pragmata. Bon. C'est pour une raison très simple que je vais caricaturer, mais qui rejoint des enjeux très, très urgents d'aujourd'hui. C'est en un certain sens pour sauver la vérité. C'est une revendication qui, en un certain sens, tenait au fait de ne pas fragiliser cette propriété fondamentale qu'a le langage humain, de nous faire accéder d'une manière telle au monde qu'il soit susceptible du vrai et du faux, et de nous permettre des critères aussi, de vérité et de fausseté, qui sont la condition non seulement de la science, mais de la rationalité en général, et on pourrait dire d'un monde commun. Et aujourd'hui, nous le savons bien, la vraie question, une des questions qui est revenue de façon centrale dans notre monde, aussi sur un plan politique, et sur un plan scientifique et philosophique, elle l'a toujours été, disons. Sur un plan politique, c'est quand même assez nouveau, au point qu'aujourd'hui, on doit défiler au nom de la vérité contre les gens qui menacent la vérité. Eh bien, c'est cette question de la vérité. Pourquoi est-ce que la question de la vérité est au cœur de la relation entre le dire et le faire, et de la séparation entre le dire et le faire, que toute une philosophie du langage a voulu défendre? Là aussi, je vais être extrêmement grossier, pardon pour ceux qui connaissent ça dans le détail et bien mieux que moi. Et puis Henri, d'ailleurs, Castel en fait partie, puisqu'il est psychanalyste, mais aussi philosophe du langage, et connaît très bien ces traditions-là. Eh bien, c'est très simple, c'est que, se méprenant peut-être sur certaines traditions, les traditions philosophiques que j'ai citées, par exemple la théorie de la vérité de William James, on comprend parfois en disant « est vrai ce qui est utile pour nous », la théorie de l'intuition, de la critique plutôt de la rationalité scientifique, critique qui a des évolutions mais qu'on a beaucoup exagéré à un certain moment de Bergson, disant que les faits scientifiques sont des faits construits et que construits pour l'utilité humaine, replaçant aussi dans la filiation aussi, dans la relation critique plutôt à une certaine interprétation de Nietzsche, selon laquelle la vérité est une interprétation au nom de valeurs vitales, qui nous permet de faire plutôt que de savoir. Au fond, une certaine philosophie a cru que si l'on brouille la distinction entre le dire et le faire, si l'on fait du dire une variété du faire, c'est-à-dire une variété de l'action humaine, avec ses normes qui sont des normes pratiques, d'utilité ou de nuisibilité, de bien et de mal, on risque de perdre la spécificité du dire dans la parole humaine. Une distinction dans le parler entre le dire et ce qui n'est pas le dire. Quelle est la spécificité du dire? La spécificité du dire, c'est justement la capacité d'utiliser le langage avant tout par son rapport au monde, par le rapport à son contenu objectif et non pas à son effet pratique. Dire, c'est dire quelque chose. C'est dire quelque chose sur le monde.
Bien sûr, c'est aussi parler à quelqu'un, et on peut dire quelque chose à quelqu'un. Mais quand on sépare le dire du faire, c'est qu'on sépare cette dimension du langage qui consiste à se rapporter par les mots à leur contenu comme à un événement objectif, indépendant de ceux qui parlent, la valeur de vérité de ce que l'on dit, dépendant précisément de cette relation prouvable ou infirmable à son contenu. Et donc, d'une certaine manière, il est apparu au début du XXe siècle, je résume très grossièrement, on dit c'est tout à fait central, il est apparu qu'il y avait un risque dans le fait d'enraciner la parole humaine en général, tous les aspects de la parole humaine, dans les buts pratiques de la parole. Convaincre, persuader, agir, être utile à l'action. Et tous ces penseurs qui ont enraciné, y compris la science, et c'est en effet en partie le cas de Bergson, jusqu'à un certain point, dans cette dimension pratique, même Bergson en distinguait l'intuition qui était justement un rapport à la vérité par-delà nos biais pratiques humains, eh bien tous ces penseurs étaient accusés de menacer cette spécificité étonnante de la parole humaine, qui est de n'être pas seulement une action vitale poursuivant des effets vitaux, pas seulement un faire, et si je résume grossièrement, je mettrai le faire du côté de la vie. Faire, c'est transformer le monde pour les besoins de celui qui agit. Eh bien, pas seulement du côté du faire, mais aussi du côté du rapport objectif au monde, c'est-à-dire du côté du savoir. Il y a eu donc toute une philosophie qui, pour des raisons absolument fondamentales, considère qu'il faut isoler dans le langage, et ça me semble en effet nécessaire, c'est pas du tout le problème, il faut isoler dans le langage cette propriété fondamentale qui consiste dans cette relation au monde, qu'on appelle la relation de vérité, où l'on ne considère que le contenu ou la signification de l'énoncé, et où on le confronte à une expérience du monde réel, qui vient le vérifier ou l'infirmer, qui vient en prouver la vérité ou la fausseté. Beaucoup de philosophes ont cherché à compliquer la question de la vérité. Certains, très célèbres au XXe siècle, ont dit que ça n'avait rien à voir avec l'adéquation de l'énoncé et du monde réel. Moi, je considère que ça reste cela la question de la vérité, et toute la philosophie du langage du XXe siècle le maintient malgré tout depuis, justement, la distinction de la référence au monde et du sens humain du langage, dans la philosophie de Frege. Salut Pierre-Henri qui arrive. Et jusqu'à aujourd'hui. Justement, pour en dire un petit mot, je ne vais pas rentrer dans les détails, dès le fondement de cette philosophie-là, qui consiste à isoler le dire du faire, consiste dans la distinction, au tout début de la philosophie analytique, entre deux concepts de la signification. Un concept de la signification comme référence à un objet, et un concept de la signification comme effet interne au langage, par exemple de métaphores, ou aussi d'effets sur le sujet, par exemple d'affect ou d'émotion. Ce partage entre le contenu objectif et par exemple le contenu affectif. Notons cette différence parce que je vais tout à l'heure la contester. Enfin, en tout cas, la déplacer. L'idée qu'on pourrait mettre tous les effets non objectifs du langage du côté de l'affect. Et par exemple, pour ces philosophes, il ne s'agit pas de nier que le langage ne se réduit pas au savoir, mais de dire que tout ce qui n'est pas du savoir est de l'émotion et n'a plus rien à voir avec la vérité. Et donc, par exemple, un poème ne prétend dire aucune vérité, a un effet purement affectif, mais la science doit isoler dans notre langage ce qui est vrai du faux. Et c'est en effet fondamental. C'est le rôle de la science, je ne le conteste pas. Là où intervient ma discussion, ce n'est pas du tout dans la nécessité d'isoler le dire, dans ce qu'on a appelé ensuite les actes de parole. Ce que je conteste, ce que je discute, ce que je voudrais discuter avec vous, c'est l'ordre des choses. Est-ce qu'il faut partir de cette distinction comme d'un absolu, ou au contraire partir du langage humain dans sa dimension d'ensemble et isoler progressivement le fait. Isoler progressivement, le dire dans la dimension générale de la parole.
Le présupposé de la philosophie du langage, cette première philosophie que j'aborde ici, consiste précisément dans l'idée qu'il faut commencer par isoler le dire pur, et ensuite rejoindre tous les autres aspects du langage. C'est maintenant que je voudrais aborder, dans le deuxième temps de cette première partie, tout simplement, leçon, que il est impossible de procéder ainsi. Si l'on procède ainsi, on arrive à des apories. Bien sûr, des apories, je l'ai annoncé, qui ont aussi des enseignements, mais néanmoins des apories très profondes. Quel est le philosophe sur lequel je vais m'appuyer pour montrer qu'il s'agit d'une aporie? Eh bien, c'est justement le philosophe qui, en France du moins, est célèbre pour un livre où, dans le titre même, apparaît la distinction du dire et du faire. Puisque le livre fondamental du philosophe anglais Austin, J.L. Austin, son livre fondamental s'intitule en anglais How to do things with words. Comment faire des choses avec des mots. Mais il a été traduit en français de façon beaucoup plus radicale, par une expression qu'on ne peut pas ne pas citer, évidemment, dans l'ouverture de semaine consacrée à dire et faire, à savoir « quand dire, c'est faire ». Et cette traduction est intéressante, parce que le « quand dire, c'est faire » signifie que, au fond, le défi que se propose Austin, c'est de partir du dire pur, du dire théorique, référentiel, tel que je l'ai décrit, du dire comme savoir, comme rapport à la vérité, c'est vraiment de cela qu'il est question, et de montrer comment, depuis ce dire, on peut rejoindre le fait. Ce qu'Austin cherche à montrer, c'est qu'il y a bien dans le langage une dimension d'action, de mon point de vue, je dirais une dimension vitale, mais il ne la retrouve qu'implicitement. Et finalement, on est peut-être allé trop loin dans la coupure du dire et du faire, et il faut en tout cas, à partir de l'isolement du dire, on doit pouvoir penser la dimension pratique du langage. Au fond, le défi de Austin, c'est de dire, acceptons de penser la dimension du dire, et essayons à partir d'elle, par contraste, de penser ce qui, dans le langage, est action. Et en français, c'est intéressant parce que quand dire, c'est faire, ça veut dire, au fond, voilà, on ne peut quand même pas, même dans le dire, il y a toujours peut-être un peu de faire, en tout cas, il y a certains gestes de dire qui ne sont pas uniquement du dire. Et c'est donc ce défi que se propose Austin. Ce qui est intéressant, je vais résumer ma lecture de ce parcours d'Austin, qui est très contestable, hein, ce que je vais vous proposer, je serai soumis à la critique de multiples façons. Ce qui est intéressant, c'est que Austin part d'une distinction qui est devenue une distinction classique, en philosophie, mais aussi en politique. Et je vais vous donner quelques exemples des effets politiques de cette distinction dans la politique très contemporaine aujourd'hui, dans un instant. Cette distinction, c'est celle de deux types d'énoncés. Les énoncés, c'est très célèbre, hein, les énoncés qu'Austin appelle constatifs et ceux qu'il appelle performatifs. Et vous avez forcément, d'une manière ou d'une autre, entendu ce mot de performatif ici ou là. Les énoncés constatifs, c'est très simple. En apparence, c'est très simple. Les énoncés constatifs, c'est ceux qui, justement, n'ont comme propriété ou ne sont considérés que du point de vue de leur relation à un objet dans le monde, en tant que relation de vérité ou de fausseté. Un énoncé constatif peut être vrai ou faux. L'énoncé type, c'est comme dans Aristote, dans la théorie aristotélicienne de la vérité, c'est l'énoncé « il pleut » ou « il neige », qui est vrai, dit Aristote. L'énoncé « il neige » est vrai quand il neige. Et pour vérifier que l'énoncé est vrai, il faut ouvrir la fenêtre et voir s'il neige. La thèse de Austin consiste à dire, à côté de ces énoncés constatifs, il y a des énoncés, il y a une fonction du langage qui ne consiste pas dans la fonction de vérité, mais qui consiste dans une fonction d'action, et c'est la dimension performative. Ce qui est intéressant, c'est que la distinction initiale, ce qu'elle a de génial, et à mon avis, qu'il faut absolument conserver d'ailleurs, vous allez être surpris, mais moi je pense qu'il faut la conserver, c'est que pour penser le performatif, Austin prend immédiatement des exemples extrêmes dans l'action humaine. Il prend en réalité des exemples, presque tous, d'ordre politique. Des exemples qui ont lieu dans des institutions. Un exemple classique, c'est l'exemple du prêtre ou du maire qui
qui dit à deux personnes en face de lui, je vous déclare mari et femme. Et la thèse d'Austin est très évidente, c'est ça n'est pas un énoncé constatif. Il ne constate pas qu'ils sont mari et femme. C'est un énoncé qui produit son effet. Le sens de cet énoncé est dans son effet. C'est un faire qui change quelque chose à la situation humaine. En disant vous êtes mari et femme, il les rend mari et femme. Il les marie, comme on dit. Il ne constate pas leur mariage, il l'effectue. Et d'une certaine manière, ce qui est très important pour moi ici, c'est que Austin va d'emblée aux deux extrêmes du langage humain. Le rapport objectif au monde, le rapport politique entre les humains dans des institutions. Et la dimension de l'institution, qui est centrale pour moi dans la vie humaine, est centrale aussi dans cette philosophie du langage. C'est une leçon absolument extraordinaire de philosophie politique. Il n'y a pas d'institution sans langage, et le langage humain peut, et même doit toujours devenir régulé par des institutions. Peut-être pour réguler ses effets pratiques. Pour que, finalement, la vie humaine soit réglée, il faut des institutions qui règlent la dimension pratique du langage. Cette distinction absolument extraordinaire, évidemment, est encore tout à fait valable. Entre le constatif et le performatif, il y a une distinction, je dirais, à préserver. Il faut absolument garder la dimension performative du langage. Continuer à l'approfondir et même à la distinguer de la dimension de vérité comme telle. Aujourd'hui, le performatif a envahi toutes les théories du langage et de la politique dans deux directions très différentes. Et on peut les citer tout de suite. Par exemple, dans l'étude du langage dans les institutions, cet effet du langage dans les institutions politiques, mais aussi cet effet politique au-delà même des institutions. De telle sorte que on s'aperçoit que le langage a des effets non seulement éthiques, mais politiques, en dehors même des institutions, ou qu'il y a, comme disent certains, du pouvoir de dimension politique dans tous les actes de langage, et pas seulement des dimensions morales. Il est clair que le langage peut avoir des effets pratiques d'ordre moraux. Je peux vous dire des mots d'amour ou des mots de haine. Je peux vous insulter ou vous consoler. On a toujours vu la dimension pratique polarisée du langage, même si je pense que les philosophes du langage vont beaucoup trop négliger. Mais là où la dimension performative est très importante, c'est que pour certains philosophes aujourd'hui, le performatif ne tient pas à des institutions extérieures au langage qui viennent le régler, mais au contraire à une dimension politique immanente aux actes de langage dans nos sociétés. Celle qui est allée le plus loin dans cette analyse du performatif dans nos vies politiques, c'est Judith Butler, où la théorie performative, pas du tout comme on le dit dans la caricature qu'on fait d'elle souvent, d'une façon, disons, qui inventerait des normes par opposition à une nature, qui dirait par exemple que le langage social est performatif. Quand on dit tu es un petit garçon ou une petite fille, on inventerait on ferait quelque chose de fabriqué. Il suffirait de dire à un être humain quel qu'il soit tu es une petite fille pour qu'il devienne une petite fille. C'est pas du tout une théorie magique du performatif. C'est plutôt l'idée que le langage humain est traversé du politique, traversé d'effets de politique, avec ou sans institution, et que le performatif, et c'est l'effet le langage est un vecteur du politique sur les corps humains, jusque dans les corps humains, avec toute une théorie du langage social, racial, en effet, des effets de genre dans nos énoncés, mais sans que ce soit évidemment une critique, contrairement à ce qu'on dit, de la vérité et de cette dimension constatée. Mais disons, d'une certaine façon, on voit bien déjà à travers ce deuxième exemple, ces effets performatifs du langage, qu'une fois qu'on a distingué le constatif du performatif, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Le travail d'Austin est tout à fait génial et fondamental, notamment dans la distinction de ces deux extrêmes, mais il reste à comprendre comment, une fois qu'on a distingué ces deux extrêmes, on peut les relier, ou est-ce que la différence dont on est parti ne va pas être brouillée par les effets de l'introduction du performatif dans le langage.
les controverses aujourd'hui autour de Judith Butler ou d'autres, hein, de cet effet du performatif dans nos vies politiques. Est-ce que tous nos mots sont performatifs, finalement? Est-ce que quand je dis nous sommes des êtres humains, est-ce que je suis en train de construire l'humanité par le langage, de l'inventer par le langage, ou est-ce que je constate une humanité comme un objet dans le monde? C'est une question qui est devenue très troublante aujourd'hui, et on semble retrouver finalement l'écart dont sont partis les philosophes du langage au début du XXe siècle, entre des théoriciens de la vérité, d'un côté, qui mettent à l'écart tous les effets vitaux du langage, et des philosophes du pouvoir du langage, le choc des mots, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos, hein, qui contesterait toute dimension de vérité. Il me semble qu'on retrouve ce risque aujourd'hui de plus d'une façon. Ce qui est très frappant, à mes yeux en tout cas, hein, c'est que dans le livre d'Austin, la distinction même dont il parle, la distinction du constatif et du performatif, se brouille peu à peu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la construction du livre, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il introduit, s'apercevant que la dimension institutionnelle, le contexte institutionnel, ne suffit pas à définir les actes de langage, ce qu'il a appelé lui-même les actes de langage, ce qui est devenu aujourd'hui tout un objet théorique, s'apercevant que cette dimension ne suffit pas à définir les actes de langage, il est amené à en distinguer d'autres dimensions, et ces autres dimensions envahissent tout le langage. Ces autres dimensions sont bien connues, je n'ai pas le temps d'y insister, mais Austin distingue par exemple dans tout acte de langage, désormais dans tout acte, dans tout énoncé, un acte qui est déjà l'acte de référence au monde, qu'il appelle locutionary en anglais, locutoire, un acte illocutoire, qui est la force de l'énoncé, et un acte perlocutoire, qui est son effet sur autrui. Dans tous les actes de langage, il y a donc du faire et non pas du dire. Et la distinction initiale entre le constatif et le performatif, pour dire vite, finit par être intenable. Et donc, d'une certaine façon, c'est que l'on prenne le côté politique contemporain ou le côté théorie du langage se développant dans toute ce que la linguistique appelle la pragmatique, ou toute cette théorie qui distingue à l'infini les variétés d'actes de langage entre eux. Finalement, si on commence par distinguer un pur dire d'un pur faire, on finit par les distinctions finissent par se brouiller, et on ne sait absolument plus, à mon avis, de quoi l'on parle. Donc, on termine là avec ce versant critique. Mon idée dans cette première partie, c'était vraiment d'esquisser une critique assez radicale d'une analyse du dire et du faire qui commencerait par leur distinction, elle-même radicale et extérieure, entre le rapport au monde et les effets pratiques du langage.